Bonsoir à tous, l'invité de Preuve par 3 avec l'agence France Presse et Dailymotion et ce soir Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Et vous aurez au cours de cette émission à répondre à 3 grandes questions. Première question sur la crise des réfugiés. Angela Merkel a-t-elle tout faux? La chancelière allemande est-elle responsable du chaos humain et politique actuellement en Europe? Vous répondrez. Deuxième question dans un quart d'heure avec Perrine Tarnaud de Public Sénat qui vous demandera si François Hollande est pire que Nicolas Sarkozy. C'est la formule qui a été utilisée par votre partenaire du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, avec lequel, semble-t-il, ça tangue. Nous en parlerons également. Troisième question, Pierre Laurent, avec Samir Tounsi, cette fois de l'agence France Presse. Irez-vous jusqu'au bout au régional comme tête de liste en Ile-de-France jusqu'au bout? Ça veut dire contre vents et marées, notamment contre, là encore, certains de vos alliés. Voilà le programme de ce soir. Première question, la chancelière allemande a-t-elle tout faux dans son approche en solo de la crise des réfugiés, selon vous? Hier, dame de cœur et aujourd'hui, dame de fer qui ferme les frontières. Je pense qu'il y a beaucoup d'hésitation dans la politique européenne, beaucoup de tergiversation. Mais non, je crois qu'elle a eu raison à un moment donné d'accueillir les réfugiés. C'était pas dénué aussi de raisonnement économique de sa part, parce qu'en Allemagne, c'est un pays qui manque de main-d'œuvre, ce qui n'est pas le cas. On peut dire des arrière-pensées démographiques aussi pour le pays. Oui, démographiques ou économiques, mais il n'en reste pas moins que. Moi, je reste persuadé que l'Europe a un devoir d'accueil des réfugiés et que c'est ça la responsabilité des Européens. D'accord. Et il faut continuer dans ce sens-là. D'ailleurs, on voit en France que l'opinion publique s'est largement retournée sur cette question, contrairement à ce qu'on nous disait. Donc il y a des trésors de générosité importants, il y a des gens, des citoyens, des familles qui sont prêts à accueillir, il y a des communes qui sont prêtes à accueillir, et il faut que l'État engage des moyens pour soutenir justement la possibilité d'accueillir dans des conditions dignes. Parce qu'accueillir, ça ne veut pas dire mettre les gens dans des bidonvilles, ça veut dire leur donner les conditions d'un accueil digne et humain. Alors, avec. Des annonces ont déjà été faites, notamment par le ministre de l'Intérieur, donc avec 1 000 € pour l'hébergement par réfugié. Vous avez estimé dimanche, c'était à la fête de l'humanité, 24 000. Nous ne sommes pas à la hauteur. Alors, il faut accueillir, selon vous, combien de réfugiés en France ? Écoutez, je ne peux pas donner un chiffre précisément, mais nous sommes un pays de 60 millions d'habitants. Est-ce qu'on peut donner un chiffre maximum ? Mais je pense que nous pouvons aller très au-delà de ça. Et nous avons une tradition d'accueil, donc accueillir beaucoup plus que 24 000 personnes en 2 ans, ça veut dire... Ce sera plus déjà, vous le savez. Oui, mais ça sera plus. Mais il y a déjà beaucoup de migrants dans notre pays et beaucoup trouvent leur place. Je sais que certains, mais si certains essayent d'opposer des gens qui sont déjà installés à des gens qui arrivent, c'est parce qu'ils ne veulent pas mettre le doigt sur ce qui fait défaut dans notre pays, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de création d'emplois. Parce que l'économie est en panne. Justement, alors peut-on, dans ces conditions-là, avec 5 millions de chômeurs, accueillir plusieurs centaines de milliers de réfugiés? Mais le défaut de création d'emplois est dû au fait que nous avons des politiques économiques égoïstes qui réservent justement des richesses à quelques-uns et qui ne partagent pas le développement partagé. Mais les gens qui arrivent pourraient au contraire nous aider à contribuer au développement de notre pays, comme ça s'est déjà passé d'ailleurs dans des phases nombreuses de l'histoire de France. Nous sommes un pays d'accueil et qui a su, à de nombreuses reprises, faire de ça une richesse pour le développement du pays. Nicolas Sarkozy a évoqué, lui, en l'absence d'une véritable politique migratoire, c'est-à-dire si on arrive à ne pas faire la différence entre les immigrés économiques et puis les réfugiés politiques ou réfugiés de guerre, comme il dit, il a pointé un risque de désintégration, lui, de la société française. Est-ce que ce risque existe, selon vous ? Ce risque existe si on continue, d'une part, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, à mettre le chaos dans certains pays du monde, parce que Nicolas Sarkozy vient nous donner des leçons sur l'accueil des migrants, alors que c'est lui qui a mis le feu à la poudrière avec la guerre en Libye, et qu'il a transformé ce pays en faisant aujourd'hui un pays qui justement provoque cet exode massif, un des pays qui provoque cet exode massif. Donc je pense que Nicolas Sarkozy devrait être un peu plus silencieux il pointe un et risque donner un de peu moins désintégration de la société. Non, mais je pense que ça n'est pas le problème. Ce qui désintègre la société française, c'est une crainte. C'est par exemple qu'on utilise des travailleurs
contre les autres, en faisant jouer du dumping social, en faisant par exemple une directive des travailleurs détachés qui fait qu'on peut utiliser des travailleurs migrants à moindre coût pendant que déjà on ne donne pas du travail aux autres. Mais si on se place dans une autre optique et qu'on se dit il va falloir donner du travail à beaucoup plus de monde, ici, dans le monde, en Europe, alors il faut aller vers des politiques qui soient des politiques de progrès, des politiques d'investissement. Si évidemment on est prisonnier de logique d'austérité en permanence dans tous les domaines, eh bien on crée des tensions. La politique politique qui crée des tensions, c'est pas l'arrivée des d'austérité migrants. que vous dénoncez, nous allons en parler dans un instant quand vous répondrez aux questions de Perrine Tarnaud. Mais regardez, vous ne voulez pas fixer de nombre, de la capacité d'accueil de la France. Mais regardez, l'Allemagne aujourd'hui a été rattrapée par la réalité. Oui, mais enfin, ça n'est pas comparable. Je rappelle qu'en Allemagne, ils ont déjà accueilli plus de 800 000 migrants. Nous, on parle de 24 000 800 000 réfugiés. Nous, on parle de 24 000 en 2 ans. Il y a de la marge. Donc l'ordre de grandeur n'a strictement rien à voir pour des pays qui sont comparables démographiquement. Et puis au niveau des sommes, vous disiez 1 000 euros par réfugié. L'État, c'est-à-dire 24 millions en 2 ans. J'ai cité une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut à la fête de l'humanité. La vente d'un Rafale, c'est 94 millions d'euros. Donc on n'est pas capable de mettre sur la table pour aider les citoyens et les communes qui veulent accueillir humainement des gens pour ne pas les laisser mourir dans la Méditerranée, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ces gens, si on ne les accueille pas, meurent sur les routes de l'exil. Donc il y a un devoir de fraternité humaine. Et on n'est pas capable de mettre 24 millions d'euros en 2 ans sur la table pour ça, quand on continue à être parmi les premiers marchands d'armes du monde. Donc moi je dis que nous avons une société qui marche sur la tête. La France a une responsabilité particulière comme marchand d'armes et c'est vrai que les exportations sont croissantes. Certains nous disent que la grandeur de la France se mesure au nombre, à sa capacité militaire, au nombre de ses interventions extérieures. Moi, je ne mésestime pas le rôle et la puissance de la France, au contraire. Mais je dis que ça ne peut pas être la seule mesure de la grandeur de la France. La grandeur de la France, c'est aussi justement cette tradition d'asile, cette tradition d'accueil qui remonte à la Révolution française. C'est quelque chose de très profond dans notre pays. La France, en parfaite harmonie avec l'Allemagne, demande une répartition équitable et contraignante des réfugiés dans tous les pays européens. Ça, c'est la bonne méthode ? Je pense que dans cette matière, comme dans d'autres, moi, je ne suis pas sûr qu'un pays puisse décider pour tous les autres. Est-ce qu'à contrario, est-ce qu'un pays peut dire, selon vous, non, je ne veux pas de réfugiés au sein de l'Union? Est-ce qu'un pays a le droit de dire non? Mais c'est illusoire. Vous voyez bien que des migrants, il en arrive de partout, ils sont nombreux. Mais certains n'en veulent pas, dans certains pays d'Europe centrale. Est-ce qu'ils ont le droit de le dire? Je pense que ce que nous devrions interdire, effectivement, c'est par exemple ce qu'a fait la Hongrie, qu'un pays se mette à construire au cœur de l'Europe, alors qu'on a détruit, sous les applaudissements généraux, le mur de Berlin. Vous aviez applaudi aussi à l'époque, oui, quand même. Absolument. Eh bien, qu'un pays au cœur de l'Europe construise des murs, des barbelés, se mette à contrôler les gens en fonction de leur nationalité, voire en fonction de leur religion, ça ne me paraît pas acceptable au regard des valeurs de l'Europe. Est-ce qu'il faut néanmoins rétablir des contrôles aux frontières, par exemple? C'est une revendication aujourd'hui de certaines voix chez les Républicains qui disent attention, les réfugiés ne peuvent plus aller en Allemagne, ils vont passer par l'Italie. Rétablissons les contrôles aux frontières avec l'Italie. Est-ce que c'est une proposition? La libre circulation. Non, mais il y a un grave problème avec ça, parce que et ceux qui parlent de ça ne sont pas conséquents. Aujourd'hui, nous vivons dans l'Union européenne avec une liberté de circulation des Européens. Ça voudrait dire, si je suis ces gens-là, soit on arrête avec la libre circulation de tout le monde en Europe, donc on revient en arrière sur toute la ligne, soit on installe des contrôles aux frontières discriminatoires, c'est-à-dire en fonction de quoi? En fonction du pays d'origine, en fonction de la religion. On a vu un maire de droite, le maire de Roanne, qui a dit moi je n'accueille que des. Donc on va se trouver dans une situation extrêmement grave. Et je rappelle qu'en matière de réfugiés, il y a des conventions internationales dont notre pays et la plupart des pays européens sont signataires, et il y a un droit d'asile qui est défini et qui dit que nous devons accueillir des personnes qui fuient la guerre et qui sont dans cette situation de tragédie. Est-ce qu'il faut que l'Europe sanctionne financièrement les pays qui sont récalcitrants, qui refusent les quotas? Est-ce qu'il faut les punir, comme le dit le ministre allemand de l'Intérieur?
Mais je pense que, bon, vous savez, les Allemands, eux, ils pensent que quand ils font un règlement, après, il doit s'appliquer à tout le monde. Et c'est eux qui décident tous les règlements. Donc ça, c'est pas une bonne manière. Vous emmenez quand même à critiquer Angela Merkel. Mais oui, mais si vous voulez me lancer sur les critiques d'Angela Merkel, j'en ai beaucoup à vous faire. Sur le dossier budgétaire financier, on le sait. Avec ça. Mais là... Non, mais moi je pense que la construction européenne, d'une manière générale, doit être une construction politique. Donc évidemment, ça passe par des négociations avec les pays, ça passe par du débat avec les citoyens, ça passe par faire grandir des exigences politiques. Ça ne passe pas par des règlements qu'on impose, a fortiori imposés toujours par le même pays, toujours sur le même mode disciplinaire. La construction européenne doit rester une construction politique partagée, et la souveraineté partagée des peuples, elle se construit, elle ne s'impose pas, encore moins si c'est l'Allemagne qui décide pour tout le monde. Comment réagissez-vous au propos de Marine Le Pen, qui, elle, a parlé d'invasion barbare? Mais ce sont des propos totalement indignes, mais ce que je vois à la faveur de ça, c'est que le visage du Front National, on a prétendu que le Front National s'était banalisé, qu'il était devenu un parti comme les autres, qu'il y avait des grands débats et qu'elle se séparait de son père. Bon, en vérité, nous avons un seul et même Front National, qui est le bon vieux Front National de papa, qui consiste à dire que tout immigré, quel qu'il soit, et même quand il fuit la guerre et qu'il demande l'asile, n'est pas le bienvenu chez nous. Et ce sont des gens qui continuent de nous expliquer, alors que nous discutons avec des réfugiés, nous les connaissons, nous en accueillons, eh bien, qui continuent à nous dire que tous ces gens sont des terroristes en puissance, alors qu'ils sont des victimes du terrorisme. Alors la solution, bien sûr, se trouve notamment en Syrie. La France va frapper dans ce pays. Après François Hollande, Manuel Valls donc l'a confirmé lors du débat au Parlement, au cours duquel vous êtes d'ailleurs intervenu. Mais le Premier ministre a insisté également, au-delà de la guerre contre le groupe État islamique, il y a la nécessité d'une recherche politique et diplomatique. On l'écoute. Cette solution politique ne pourra voir le jour que par la convergence des efforts diplomatiques. La France parle à tous. Et je voudrais saluer l'action remarquable que conduit Laurent Fabius à la tête de notre diplomatie. Nous parlons, contrairement à ce que j'entends parfois, en particulier avec la Russie. Le président Hollande et le président Poutine évoquent régulièrement, bien sûr, ce dossier. Russie dont les positions demeurent éloignées des nôtres. Et nous avons tous un devoir de responsabilité. Tout soutien militaire au régime de Bachar al-Assad ne fait qu'alimenter la spirale de la violence. Alors voilà, donc Manuel Valls a évoqué le rôle de la Russie. Vous appelez à un dialogue avec la Russie, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut faire cause commune avec un pays qui soutient militairement Bachar el-Assad, qui est accusé de crimes contre l'humanité? Je pense que si nous voulons préparer la paix, et c'est l'urgence pour moi, l'urgence n'est pas à penser qu'on va régler avec des moyens militaires la situation dans laquelle nous nous trouvons. Personne ne dit qu'il est simple de sortir de cette situation, mais c'est justement parce qu'on n'a pas voulu privilégier d'abord la solution politique au nom des obstacles qui se présentaient que nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Et donc moi je crois qu'il est indispensable, je l'ai redit à la tribune du Sénat tout à l'heure, qu'il est indispensable maintenant de privilégier et de soumettre toutes nos actions à des logiques de construction de solutions politiques. Et il faut mettre tout le monde autour de la table. Moi, personnellement, et je l'ai dit tout à l'heure, contrairement à d'autres intervenants, comme celui du Front National qui nous a expliqué que l'avenir, c'était Poutine et Bachar el-Assad. Moi, je considère que le régime de Bachar el-Assad a une grave responsabilité dans la situation et que ce régime devra rendre compte de ses crimes et qu'il n'est pas l'avenir pour la Syrie. Pour l'instant, il est renforcé militairement par la Russie qui envoie ses armes. Mais pour construire une solution, une transition démocratique pour ce pays, pour construire la reconstruction de ce pays dans son intégrité territoriale, il faut commencer par mettre toutes les parties impliquées dans la négociation. Et donc, toutes les parties qui sont malheureusement dans la guerre, parce qu'on fait la paix, quand il est à la guerre, on fait la paix avec les belligérants. Avec les gens qui sont là, oui. Et il faut impliquer toutes les puissances régionales. Et moi, renouer véritablement avec la Russie. J'ai des très graves critiques à faire à la Turquie et au silence complice de la France, puisque la Turquie est en train de massacrer les Kurdes sans que personne ne dise rien, alors que les Kurdes sont des combattants sur place. Mais je pense que si nous entrons dans un moment de négociation politique, il faut que la Turquie fasse partie de la discussion.
J'ai des critiques à faire sur les monarchies du Golfe qui soutiennent certains réseaux djihadistes, qui les financent même. Eh bien, mais je pense que les monarchies du Golfe doivent être impliquées dans la solution. Donc il faut que toutes les puissances et toutes les parties impliquées dans le conflit entrent dans la négociation. Et les efforts de la France doivent désormais aller prioritairement vers ça. Et sinon, toutes nos actions militaires seront vouées uniquement à nourrir une escalade dont se nourrit Daesh, comme on le voit toute cette dernière Vous avez rappelé il y a un instant que la France avait des obligations parce qu'elle vendait énormément d'armes à l'étranger, mais vous avez regretté qu'on ne livre pas les Mistral à la Russie. Oui, mais parce que c'est une autre question. Oui. C'est une autre question. Oui. Quand on a des engagements, on a pris des engagements militaires. Or, j'ai dit à propos de cette affaire-là que faire monter l'escalade, parce que là, Manuel Valls nous dit on discute avec les Russes. Mais nous-mêmes, nous avons fait monter un climat un peu de guerre froide avec la Russie. C'est nous. Donc la France a participé à ça à un moment donné, à propos d'un autre conflit. Mais donc il faut dans la durée être conséquent. Et moi je pense qu'il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu au moment où il y a tant de dangers et tant de solutions. D'accord, donc on oublie la Crimée pour l'instant, c'est ça l'idée. Hein, bon alors deuxième partie. Non, mais vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais bon. Une intention que je n'ai pas. Non, d'accord. On n'oublie pas le viol des frontières. Je dis qu'en toutes circonstances, et je disais la même chose à propos de la Crimée ou de l'Ukraine, ce n'est pas en nourrissant les escalades guerrières qu'on sort des situations de ce type. Allez, deuxième partie de preuve par 3, et puis deuxième question, donc vous posera dans un instant Perrine Tarnaud. Je vous la pose déjà, dites-vous, comme Jean-Luc Mélenchon, que François Hollande est pire que Nicolas Sarkozy. Votre toujours partenaire du Front de gauche n'a pas de mots assez durs donc pour dénoncer la ligne économique choisie par le chef de l'État. Vous aussi, mais Jean-Luc Mélenchon, donc avec cette affirmation. Ce que fait François Hollande n'a rien à voir avec la gauche historique et à laquelle moi j'ai adhéré comme des millions de Français. C'est-à-dire que la gauche s'occupait des gens qui travaillent, des gens qui n'ont plus de travail, s'occupait de la santé, de l'éducation, et lui c'est le massacre généralisé. Donc comme il fait une politique de droite, et même de la droite libérale assez dure, puisque dans un certain nombre de domaines, il est pire que Nicolas Sarkozy. Voilà, Perrine Tarnaud nous a rejoint. Donc bonsoir Perrine. Bonsoir Michel, bonsoir Pierre-Laurent. Bonsoir. Est-ce que François Hollande est donc pire que Nicolas Sarkozy? C'est une formule que je n'ai jamais employée et que je n'emploierai pas. Je pense que le gouvernement de François Hollande, et là-dessus je partage ce que dit Jean-Luc Mélenchon, a endossé l'agenda du MEDEF, on le voit encore avec le Code du travail. Il mène une politique libérale, voire ultra-libérale, qui est une politique libérale, en reprenant les mêmes arguments du MEDEF. Il faut faire de la compétitivité contre le coût du travail, etc. Tout ce qui fait qu'on développe le chômage au lieu de le résoudre. Mais je sais aussi que mettre Nicolas Sarkozy et les siens au gouvernement conduirait à des catastrophes sociales. Donc moi, je ne vais pas nourrir dans le monde du travail. Ce serait pire donc avec Nicolas Sarkozy. Je ne vais pas nourrir dans le monde du travail l'idée d'une banalisation du retour d'un retour éventuel de la droite. Par exemple, on parlera tout à l'heure des régionales, mais en Île-de-France, moi, pendant tout le mandat, j'étais conseiller régional, j'ai eu face à moi Valérie Pécresse. À chaque fois qu'on a voulu faire du logement social, on l'avait face à nous. Quand on a voulu faire la zone unique de transport, on l'avait face à nous. On ne parle pas des régionales, on parle au plan national. Oui, mais c'est la même chose. Je veux dire, Valérie Pécresse, Nicolas Sarkozy, Christian Estrosi, en PACA, moi je ne veux pas de ces gens-là à la direction de la région ou du pays. Il y a peut-être quand même des choses qui vous conviennent dans ce qu'a proposé François Hollande, notamment lors de sa dernière conférence de presse. Par exemple, la baisse d'impôts, 2 milliards d'euros prévus pour 2016. Ça vous convient? Non, mais il n'y a pas de baisse de la charge fiscale sur les couches populaires et les couches moyennes. Quand on met bout à bout, on nous parle de l'impôt sur le revenu. Et on isole ça du reste. Mais la première recette fiscale de l'État, c'est la TVA. C'est la plus injuste, c'est celle qui frappe le plus les catégories populaires. Celle-là, on l'a augmentée. On réduit les dotations aux collectivités locales qui vont être obligées de réduire les services publics, donc des services en moins pour les salariés, et qui vont être obligés d'augmenter les impôts locaux. Donc quand on va faire l'addition totale, eh bien on s'apercevra que les politiques actuelles, ce n'est pas de la baisse d'impôts au total, c'est une augmentation de la charge fiscale pour les plus modestes. Pourtant, là, le gouvernement cherche à faire des économies. Il manque 4,5 milliards pour préparer le budget 2016. Alors, le gouvernement envisage de décaler la baisse des charges sociales prévues dans le cadre du pacte de responsabilité. Vous préfériez bien que le gouvernement abandonne tout simplement ce pacte de responsabilité? Oui, je pense que le pacte de responsabilité a montré d'ores et déjà sa totale inefficacité. C'est le plus grand gâchis de fonds publics qu'on ait jamais fait en si peu de temps.
on aura distribué au total 40 milliards d'allègements fiscaux aux entreprises, d'allègements de cotisations sociales et d'impôts, en nous disant que tout ça, c'est pour faire reculer le chômage. Et on va arriver à l'arrivée, en ayant dépensé 40 milliards de fonds publics, à l'augmentation du chômage. Donc c'est quand même difficile de nous expliquer, parce que les mêmes nous donnent sans arrêt des leçons de réalisme et de rigueur, que ça, c'est de la bonne rigueur budgétaire. Donc tout simplement, nous nous disons une chose qui paraît être un argument de bon sens, c'est qu'il faut utiliser autrement cet argent public et cesser de l'utiliser d'une manière qui ne produit pas l'effet escompté. Donc il faut soutenir des politiques d'emploi et cesser de soutenir en vérité, parce que c'est ce qu'on fait, les trésoreries et les dividendes des entreprises sans soutenir le développement de l'activité et de l'emploi. Mais ce qu'il n'y a pas de plus gênant finalement dans cette histoire, c'est que le Premier ministre, le Président de la République récemment se sont quand même engagés à faire cette baisse des charges sociales et puis là tout d'un coup il y a un changement de cap. Est-ce que finalement l'instabilité, c'est pas ce qu'il y a de pire pour la reprise et la confiance en matière d'économie? Oui, enfin, ce qui domine, c'est pas trop l'instabilité, hein, c'est quand même le fait que dans la durée, s'il y en a qui sont sûrs dans ce pays d'avoir un peu gagné au change, c'est plutôt les grandes entreprises. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que Pierre Gattaz, en cette rentrée, soit très énervé par la politique. Il est très énervé par le report de 3 mois de la baisse de charges. Oui, parce qu'il en demande toujours plus. Monsieur Gattaz, c'est toujours plus, dans la même direction. Vous voulez un report ad vitam aeternam. Mais quand ça ne marche pas, enfin, quand même, on a décidé ces politiques en disant ça va faire de l'emploi, ça ne fait pas d'emploi. Monsieur Gattaz, il se trimballait avec un badge, un pins, 1 million d'emplois. Ils sont où ces 1 million d'emplois? Donc vous il demandez faut quand même, il faut quand même bien demander des comptes. Quand nous qui sommes des élus, quand on est élu, les gens nous demandent de rendre compte de notre mandat, de savoir si on a fait ce pourquoi on avait pris des engagements. Eh bien, quand on donne de l'argent public au nom des politiques d'emploi, si ça fait du chômage et pas de l'emploi, il faut les réorienter, ces politiques. À propos des impôts, aujourd'hui, Perrine, je crois que moins d'un foyer français sur 2 paye l'impôt sur le revenu. Et Jean-Luc Mélenchon a fait une proposition assez détonnante, puisqu'il propose que chaque foyer paye symboliquement 10 euros. Oui, mais 10 euros. Quelle est l'idée? Et là-dessus... Là-dessus, vous êtes d'accord? Non, mais quelle est l'idée? C'est que nous voulons une réforme fiscale globale. Aujourd'hui, l'impôt qui rapporte le plus d'argent, je le répète, 3 fois plus que l'impôt sur le revenu, c'est la TVA. Ça n'est pas un impôt progressif, c'est un impôt qui frappe de la même manière un smicard et quelqu'un qui gagne 10, 15, 20, 25 000 euros et même 1 million d'euros. Chaque ménage français ait vraiment l'impression de payer un impôt, même s'il est symbolique. Non, mais là, on parle de l'impôt sur le revenu. Ménages payent l'impôt. On parle de l'impôt direct, là. Mais c'est ce que dit Mélenchon. Eh bien, moi, je préférerais qu'on diminue la TVA très fortement, qu'on diminue notamment sur les produits de première nécessité et qu'on rétablisse un impôt sur le revenu universel, payé effectivement par chacun, mais beaucoup plus progressif et qui fasse beaucoup plus payer les hauts revenus, alors qu'aujourd'hui on ne le fait pas. Donc, ce serait plus clair, plus juste, plus progressif. Plus de tranches en fait, voilà. Plus de tranches. La prochaine réforme à venir, ce sera celle du droit du travail. Là aussi, François Hollande l'a annoncé lors de sa conférence de presse. Il l'a assuré, on ne touchera pas à 2 totems, le SMIC et les 35 heures. Vous voilà rassuré? Non mais il se moque du monde. Si on ouvre le dossier Code du travail, c'est exactement pour toucher à ça. Et d'ailleurs, les patrons de Smart, c'est-à-dire Daimler, les actionnaires de Daimler, ont très bien compris. La première chose qu'ils ont fait, ils disent, vous nous ouvrez la porte d'accord d'entreprise, on fait un référendum, un chantage à l'emploi, et on dit aux gens, travaillez 39 heures, payez 37. Donc évidemment que le temps de travail est dans le collimateur de la réforme du Code du travail. Évidemment que la question du SMIC, des salaires, évidemment que la question du contrat de travail sont au cœur de la négociation qui s'engage. Et là-dessus, Manuel Valls, moi je le dis, ment aux Français. S'il dit on ouvre le dossier du Code du travail pour ne rien toucher à ça, il ment aux Français. Parce qu'il sait pertinemment que la revendication, et François Hollande aussi, tous les deux, là-dessus il ment aux Français. Si on ouvre le dossier du Code du travail pour faire plaisir au MEDEF, c'est justement pour remettre en cause ces principes fondamentaux. Ils avancent masqués. Et ils sont déjà, pas leur position. je répète, en plus ils sont déjà largement attaqués. Il y a eu une grève de plusieurs semaines à l'assistance publique à Paris, justement sur la question des 35 heures. Donc dès qu'on essaye, et c'est normal, j'étais avec les salariés d'Areva ce matin dans une manifestation, on réduit le périmètre de l'entreprise, puisqu'on en a sorti une partie pour la donner à EDF, on leur laisse la même dette qu'avant,
l'État ne se mêle pas de ça et leur dit il faut retrouver l'équilibre. Qu'est-ce que va faire la direction d'Areva? Elle va supprimer des emplois et toucher au salaire. C'est aussi simple que ça. Donc, si on reste dans ces logiques-là, évidemment qu'on va toucher à ces principes fondamentaux. Et quand vous voyez dans certaines entreprises, comme chez Smart à Ambars en Moselle, des scrutins qui sont organisés pour ou contre le retour aux 39 heures, est-ce que vous estimez que ces référendums sont légitimes? Mais c'est des référendums qui sont menés sur le mode du chantage à l'emploi. D'abord, quand on regarde les chiffres de près, les ouvriers de cette usine n'ont pas voté majoritairement sur tous pour les la cas, proposition. Oui. Sur tous les cadres. Mais effectivement, il y a un chantage à l'emploi très fort. Mais moi, je dis, organisons un autre référendum avec une autre question, parce que les salariés, ils ont le droit de répondre à la question, mais il n'y a que les patrons qui ont le droit de fixer la question. Moi, j'ai dit à la fête de l'UMA, faisons un référendum sur une autre question. Les 32 heures, beaucoup d'embauches, et on diminue par 2 les dividendes des actionnaires de Daimler. Voilà. Soumettons ça aux salariés, on va voir s'ils ne sont pas majoritairement pour. Parce que là, on fait des référendums à sens unique. Demain, on rase gratis. Là, tout le monde dit oui. Non. 32 heures. Mais pourquoi pas diminuer par 2 les dividendes des actionnaires de Daimler? Pourquoi c'est un tabou, ça? Pourquoi on n'a pas le droit de poser ce genre de questions? Le patron d'Alcatel qui devait partir avec 14 millions d'euros de primes, on nous dit c'est formidable, il va partir avec 7 millions d'euros. Ah bah oui, si c'est ça la justice sociale dans notre pays. Non, il y a beaucoup d'argent qui est aspiré par les revenus des actionnaires, de plus en plus. Et c'est ça le problème. Et c'est cet argent-là qu'il faut réorienter vers l'emploi. Ouais, Emmanuel Macron, ministre au gouvernement, souhaite lui de revenir sur ce temps de travail. Emmanuel Macron qui prépare sa seconde loi, la loi Macron 2, autour de la numérisation de l'économie, de ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie. Est-ce que ça, c'est des bouleversements qui vous inquiètent? Et c'est vrai, il faut se préparer, légiférer dessus. Il faut se préparer parce qu'effectivement, la révolution numérique va s'amplifier et elle va bouleverser le monde du travail. Et il y a des dizaines de milliers d'emplois, si on reste dans les logiques actuelles, qui sont menacés. Mais le problème, c'est que si on le fait sur le mode de l'ubérisation, à quoi on va aboutir? À la mise en cause de toutes les garanties collectives et à l'absence de contrat de travail. C'est ce qu'ont, à leur manière, porté sur la place publique comme problème les chauffeurs de taxi, mais énormément de professions vont être concernées par ça. Donc il faut protéger l'emploi. Non, mais il faut protéger l'emploi autrement. Et puis, donc, il faut vers une société effectivement un petit peu plus numérique. Mais pourquoi? Puis la société numérique, elle dégage des énormes gains de productivité. Moi, je dis, utilisons ces gains de productivité énormes, dégagés par ça, pour partager mieux le travail, effectivement réduire le temps de travail. Et là-dessus, je rejoins la proposition du secrétaire général de la CGT sur les 32 heures, pour organiser autrement le temps de travail tout au long de la vie, peut-être en pouvant passer plus facilement avec des protections de l'emploi et de la formation. Donc oui, il y a une révolution du monde du travail à organiser, mais pas sur le mode de la régression, c'est toujours les mêmes qui payent, c'est-à-dire les salariés. 2 questions pour terminer. D'abord, un collectif d'économistes qui ont publié ce soir une tribune. Ils s'opposent à la nomination au poste de gouverneur de la Banque de France de François Villeroy de Galhau, une nomination qui pose des questions de conflit d'intérêts, puisque ce monsieur vient d'un grand groupe bancaire français. Quel est votre avis sur la question? Et puisque vous êtes sénateur, vous serez amené à vous prononcer, en tout cas votre groupe, sur cette nomination. Oui, mais c'est la preuve qu'on est... Le problème, c'est qu'on voit bien, on est toujours dans le même petit monde. Alors les uns passent d'un poste à l'autre, on connaissait déjà ça avant, mais ça ne fait que s'amplifier. Et effectivement, comme c'est toujours les mêmes, ceux qui défendent les intérêts des grands groupes bancaires ou financiers qui sont aux affaires d'un côté ou qui occupent les grands postes de l'État, évidemment, ce monde-là tourne en rond et défend partout les mêmes logiques et on tourne le dos à l'intérêt général. Donc je pense qu'effectivement cette nomination pose un très grave problème. Moi je lis ce qui s'écrit, je vais rentrer dans le dossier plus précisément comme sénateur avec mon groupe, mais nous ne pouvons pas cautionner ce type de nomination. C'est un accroc à la République exemplaire? S'il y a ce risque de conflit d'intérêts? C'est malheureusement pas le premier. Et même notre ministre de l'économie actuelle, vient lui-même du grand monde bancaire. Et tout le monde a l'air de trouver ça normal. Mais il y a un véritable problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir en permanence des gens qui, quelle que soit leur position, défendent en fait toujours les mêmes intérêts, c'est-à-dire ceux d'un monde financier très fermé,
dont au fond, quand on discute dans la société, c'est la finance qui squatte finalement des postes importants. C'est la finance qui squatte tous les pouvoirs. On est disqualifié Bien donc sûr. quand on est passé par une banque. Qui a imposé cet accord indigne à la Grèce il y a quelque temps? C'est la pression des marchés financiers, qui avait un représentant zélé, il faut dire, avec le ministre des Finances allemand Schäuble. Mais en fait, il y a un problème, effectivement, c'est que les marchés financiers ont pris le pouvoir. Regardez ce qui s'est passé avec les paysans cet été. Justement, sur la Grèce, Syriza et Alexis Tsipras, que vous soutenez, paysans, oui, ils vont faire des réformes que non, vous mais vous parce rejetez, qu'ils sont dans la prisonniers de ça, mais ils essayent de se battre. Ils ont accepté la culture du Non, compromis. Est-ce qu'il y a pas un principe de ils le réalité disent quand même clairement, qui ils s'applique continuent de se battre. On peut discuter de la manière dont ils le font, mais on ne peut pas, ils ne se sont pas ralliés à ces logiques-là. Mais je reprends mon exemple sur les marchés financiers, excusez-moi, regardez ce qui s'est passé avec les paysans, c'est incroyable quand même. Ils soulèvent un vrai problème, on n'est pas payé assez, on ne peut pas vivre de notre métier. Le gouvernement leur dit vous avez raison, qu'est-ce qui se passe derrière? Les grands groupes qui tiennent les marchés disent mais nous on s'en moque. C'est nous qui fixons les prix. Le gouvernement discute avec les paysans, c'est nous qui fixons. Donc c'est ça le problème démocratique. Le pouvoir ne peut pas rester en toutes circonstances aux mains des marchés financiers. Il faut reconstruire de la démocratie dans la prise de décision. Merci. Perrine Tarnaud. Merci, Dernière partie de Preuve par 3 maintenant. Et puis donc troisième question que vous posera Samir Tounsi de l'agence France Presse. Irez-vous jusqu'au bout au régional, donc dans votre volonté d'être tête de liste pour la région Île-de-France? Vos alliés du front de gauche font barrage, et oui, notamment Éric Coquerel du parti de gauche qu'on écoute, et il vous le voit, lui non pas du tout tête de liste, écoutez-le, mais tout en bas, fin de liste. Traditionnellement, quand vous avez comme ça un grand élu national qui veut soutenir une liste, par exemple, il se met symboliquement en fin de liste. Et puis, il apparaît de manière forte dans le débat. Je pense que c'est ça la solution, plutôt que de se retrouver dans une situation qui est quand même un peu surréaliste, parce que soit il cumule, et j'ai compris qu'il ne voulait pas le faire, soit il sera la seule tête de liste sur l'Île-de-France à se présenter comme tête de liste, tout en annonçant qu'il ne sera pas au deuxième tour. Bon, donc là, il y a quelque chose qui coince. Voilà, Éric Coquerel, interrogé tout à l'heure par Géraldine Bavoilo. Bonsoir, Samir Tounsi. Bonsoir. Alors la question, jusqu'au bout ou pas? Vous irez jusqu'au bout, sachant que on a entendu beaucoup de propos de ce type pendant la fête de l'humanité. Mais je pense que Éric dit que ça coince, mais ça va se décoincer. Et j'en ai la conviction depuis dimanche à la fête de l'humanité, justement. Pourquoi je veux aller jusqu'au bout? Pas du tout parce que je courrais après tel ou tel mandat, mais parce que je pense que les élections régionales sont extrêmement importantes. Qu'elles sont dangereuses pour notre peuple parce que les pouvoirs des régions vont être énormes et que je ne veux pas du grand chelem de la droite et de l'extrême droite. Et en Île-de-France, je ne veux pas de la victoire de Valérie Pécresse. Et je sais que si les listes que nous sommes en train de construire avec le Front de gauche, avec les listes citoyennes, ne font pas une percée électorale, eh bien, c'est ce qui va se passer, parce que la politique gouvernementale et donc les listes socialistes ne peuvent pas rassembler toute la gauche sur leur choix actuel. Alors qu'est-ce qui donc fait que nous avons besoin que les listes... Et en quoi ça vous oblige à optimiste aujourd'hui? En quoi ça vous oblige à être Qu'est-ce en qui fait tête? que vous êtes optimiste aujourd'hui alors qu'on ne voit aucun élément qui prouve que vous ayez trouvé un terrain d'entente avec le parti de gauche? Mais parce que vous n'êtes pas un observateur assez fin de tout ce qui est en train de se passer. Et si vous écoutiez attentivement tout ce qui est en train de se dire... Vous avez fait des propositions, Éric Coquerel. Oui, on fait des propositions, la discussion suit son cours. Et en plus, je vais vous dire, nous allons arriver à cette liste, peut-être à travers des péripéties, franchement pas très intéressantes pour les citoyens d'Île-de-France, pas très intéressantes même pour tous les militants qui, eux, m'ont dit une seule chose dans toutes les allées de la fête de l'humanité. Pierre, maintenant, il faut qu'on se mette en campagne, il faut qu'on y aille. Ça suffit, ces discussions-là. Mais pourquoi vous, tête de liste? C'est ça la question. Pourquoi vous avez besoin? Pourquoi en tête de liste? Parce que je pense que ça ne va pas être... Je pense que notre percée électorale est nécessaire. Et je pense que ça ne va pas être aussi simple. Et donc, parce qu'on voit bien comment la droite essaye de profiter du désarroi créé par la politique gouvernementale. Donc, je l'ai dit, et je le dis à mes partenaires. C'est pour ça que moi, je propose d'ailleurs de conduire la liste en Île-de-France avec Éric Coquerel, le secrétaire national du Parti de gauche, et avec Clémentine Autain, la porte-parole d'Ensemble. Je dis, il faut mettre toutes nos forces dans la bataille. Et le signal qu'on peut envoyer, il sera bon pour l'Île-de-France, il sera bon nationalement pour toutes nos listes. Donc moi, je dis, c'est pas le moment de tergiverser. Il faut mettre toutes nos forces dans la bataille. C'est pour ça que je m'engage. C'est pas parce que je cours après un mandat de plus. Donc vous nous confirmez ce soir que le Front de gauche a encore un avenir. Il existe encore, il a encore un avenir, malgré les querelles de personnes, malgré les plus importantes, les querelles stratégiques. Mais parce que le Front de gauche, ça n'est pas 3 personnes en haut.
Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon, ou Pierre Laurent et Éric. C'est pas ça le Front de gauche. Le Front de gauche, c'est des gens qui ont un espoir, qui ont des valeurs communes, qui les ont affirmées. C'est des comités qui fonctionnent sur le terrain, c'est des militants qui tiennent à l'avenir du Front de gauche. C'est eux le Front de gauche. Non, mais c'est pas que ça, ce sont des divisions de fond, on l'a bien vu, par exemple sur le soutien ou pas à Syriza, sur les stratégies d'alliance régionale. Donc c'est aussi ça. Par exemple sur la Grèce, quand vous regardez, il y a eu plein de débats à la Fête de l'Humanité, vous étiez à la Fête de l'Humanité, il y a eu des débats archi plein sur la question, dans tous les sens sur la question de la Grèce. Et on n'a pas senti un vent de révolte contre Syriza. Il y a des gens qui veulent comprendre, des gens qui débattent, qui se disent si on n'y arrive pas comme ça, est-ce qu'il faut s'y prendre autrement? Comment on fait pour regagner le pouvoir sur la question monétaire? Mais c'est des vraies questions, les gens débattent, mais c'est normal vu ce qui s'est passé. Donc moi, le débat, il ne me fait pas peur, il est justifié. Mais par contre, malgré tous ces débats, demeure la volonté de continuer à avancer ensemble et surtout d'élargir. Parce que le Front de gauche ne suffit plus maintenant à peser de tout son poids. Donc il faut qu'on aille chercher des forces nouvelles. Mais vous-même, vous êtes plus proche d'un Syriza à la française ou bien dans la perspective du deuxième tour des régionales, d'une alliance traditionnelle avec le PS? Bon, observateur averti ou pas, on a du mal à décrypter parfois. Mais non, c'est très simple. Moi je veux que les listes que nous allons construire, qui sont des listes du Front de gauche, que j'aimerais élargir aux écologistes, à des socialistes qui, en désaccord avec la politique gouvernementale, fassent le plus haut score possible. Si elles sont en tête au premier tour des élections régionales, elles conduiront la gauche à la victoire au deuxième. Si elles ne le sont pas, et qu'une liste du Parti socialiste nous devance, et en plus il y aura des listes écologistes, il faudra, face à la droite et à l'extrême droite, se rassembler. C'est aussi simple que ça. Et nous pèserons à ce moment-là dans les futures majorités régionales pour des choix qui soient des choix de gauche. Par exemple, c'est ce que nous avons fait dans le dernier mandat. On vient d'obtenir en Île-de-France la zone unique pour tous les transports urbains en Île-de-France. Mais c'est un grand combat des écologistes. Hein. Non, je peux vous raconter beaucoup revendiqué. Hein. C'était mon combat la dernière fois, celui effectivement des écologistes dans la région, mais ils avaient pas, il leur manquait une proposition que nous on avait, c'était comment financer avec l'augmentation du versement de transport des entreprises. Il y a eu un débat de 5 ans parce que les socialistes, qui étaient majoritaires, n'en voulaient pas au début. Mais au bout de 5 ans, nous l'avons obtenu. C'est des centaines de millions arrachés pour rendre les transports moins chers pour des millions de franciliens. Donc nous allons pouvoir y arriver. Alors justement, le Parti socialiste lance un appel, vous l'avez vu, aux autres forces de gauche, aux syndicats, aux associations, aux ONG, à faire bloc face au Front National. Vous en serez ? Mais moi, j'ai toujours fait bloc face au Front National. Vous en serez avec j'ai pas besoin de Jean-Christophe Cambadélis pour ça, pour m'appeler à faire ça. C'est toute l'histoire des communistes et toute la mienne. Donc, j'ai pas besoin qu'on m'appelle à faire bloc contre le Front National. J'ai toujours répondu présent face au Front National. Mais le problème de Jean-Christophe Cambadélis, c'est qu'il sait très bien que ce qui fait obstacle au rassemblement des forces actuelles à gauche, c'est la politique gouvernementale. Donc il ne peut pas dire d'un côté je ne change rien à la politique gouvernementale, il faut la continuer comme ça, et de l'autre côté faire des grands discours sur il faut faire bloc. Jean-Christophe Cambadélis alors que le problème, à vous rassembler sur les valeurs, il le dit dans un livre à la rentrée. C'est aussi le sens de la lettre qu'il vous envoie hier. Ça, vous n'êtes pas sensible à cet appel à vos valeurs communes, en laissant abstraction vos différences sur la politique budgétaire. Ça ne se découpe pas en tranches. Quand les gens sont descendus en France dans la rue pour la liberté après les attentats de Charlie Hebdo, ils ont dit aussi très fort, nous voulons la liberté et l'égalité. Et l'égalité. Quand on se met à s'attaquer au code du travail, on peut faire des discours sur les valeurs. Mais le code du travail, c'est les valeurs, justement. C'est tous les salariés ont les mêmes droits. Averti ou pas, avec un discours comme ça, normalement, vous ne faites pas non plus alliance au second tour. Eh bien non, parce que moi je crois que, justement, ça nous ramène à ce que nous disions tout à l'heure. Moi je sais très bien que si la droite prend la direction des 13 régions, ça sera pire. Eh bien, nous aurons des dégâts terribles. Parce que, prenons des exemples concrets. Qu'est-ce que Valérie Pécresse, moi, à chaque fois qu'à la région, j'ai proposé qu'on fasse du logement social et qu'on taxe les villes qui refusent d'en faire, les villes de riches, des Hauts-de-Seine, des Yvelines et d'ailleurs qui refusent d'en faire et qui ont toujours 3% de logements sociaux. Valérie Pécresse, elle défend quoi? La proposition que je fais ou ces villes-là? Elle défend ces villes-là. Dans les villes de gauche dirigées par des maires communistes, mais aussi dans des villes de gauche
non pas dirigés par des communistes, mais par des socialistes, eh bien on arrive à faire du logement social grâce à nos batailles. Donc moi, je sais faire cette différence. Alors, on a compris, vous irez jusqu'au bout au régional pour vous désister, pour les listes de gauche au deuxième tour, là, on a compris. Mais qui vous dit qu'on sera vous serez peut-être en tête, effectivement, toutes les hypothèses peuvent être évoquées. Absolument. Est-ce que vous irez jusqu'au bout en 2017, puisque lors de votre discours à la fête de l'UMA, il y a des militants PCF qui étaient là au premier rang et qui ont scandé votre nom en ajoutant « Président ». Revivons cette scène ensemble. On va parler de 2017 un peu plus tard. Ah non, on en parle tout de suite. Est-ce que vous irez aussi jusqu'au bout? Oui, c'est vrai que quand on était au parc de la Courneuve dimanche, on se demandait si les militants faisaient allusion à la présidence de l'Île-de-France en 2015 ou à la présidentielle de 2017. Bon, il y en avait, je pense, dans la foule qui parlait de 2017, effectivement. C'est ce que vous avez compris, semble-t-il. Oui, donc je crois qu'il y en avait qui parlaient de ça. Mais j'ai fait une déclaration très claire là-dessus à la fête de l'Humanité, et je l'ai fait dans les 2 discours que j'ai prononcés à la fête, dont celui qu'on vient de voir. Je dis que le moment n'est pas au casting présidentiel. Pourquoi? Parce que je pense que les forces de la gauche anti-austérité sont très nombreuses aujourd'hui. Il y a le front de gauche, mais il n'y a pas seulement de front de gauche. Il y a des écologistes, il y a beaucoup de socialistes qui pensent ça, et il y a énormément de gens dans le monde associatif et ailleurs qui pensent qu'il faut sortir par le haut en unissant la gauche autour d'un programme anti-austérité. Moi, je pense que la priorité, c'est de rassembler tous ces gens-là. Or, aujourd'hui, je vois bien qu'ils ne le sont pas, puisque j'écoute, un tel dit, moi je pourrais y aller, et tout ça. Jean-Luc et on va Mélenchon arriver, dit si qu'il on se continue. prépare. Oui, vous aussi. il y en a qui se préparent. Vous aussi. Oui, tout le monde se prépare. Le problème, c'est que s'il y en a 6 ou 7 à l'arrivée, ça ne marche pas. Voilà. Donc moi, je dis une chose très simple, c'est qu'il faut d'abord construire la convergence de ces gars. Et moi, je demande à chacun de prendre un engagement que moi, je prends, qui est de dire la priorité et de s'engager dans une construction commune en se disant que notre objectif, c'est qu'il n'y ait qu'un seul ou une seule qui porte la candidature à l'arrivée. Et il faut travailler à ça. Et c'est ça la priorité. Et j'ai dit, il faut que pour le moment, le casting présidentiel, moi, mon sujet, ça n'est pas d'ajouter une ligne au casting, il faut que le casting présidentiel s'efface pour le moment, devant cette exigence de rassemblement. Ça viendra le moment où il faudra en désir. Mais je pense qu'il faut d'abord faire converger ces forces, parce qu'aujourd'hui, elles ne convergent pas assez. Ça viendra à quel moment? Elles divergent de plus en plus. Elle viendra au cours de l'année 2016. La présidentielle, c'est à la fin du printemps 2017. La droite va désigner son candidat en novembre 2016. Le Parti socialiste, on ne sait même pas ce qu'ils vont faire sur la candidature à la présidentielle. Vous doutez de la candidature de François Hollande? Personnellement, pas vraiment. Est-ce que vous pensez qu'il a des chances? Pas vraiment. Non, il n'en a pas avec la politique qu'il mène, c'est bien le drame. Et c'est pour ça que moi je dis qu'il faut travailler au rassemblement, parce que sinon nous allons tout droit à la défaite de la gauche. Ce sont des mots qu'on entend souvent, rassemblement, dans la bouche de Cécile Duflot, dans la vôtre, dans celle de Jean-Luc Mélenchon. Cela étant dit, on est tout de même plus proche de l'échec des collectifs du non en 2005 que d'une candidature unitaire et de la dynamique de la candidature de Jean-Luc Mélenchon en 2012. C'est vous qui le dites. Moi je pense exactement. On n'a pas parlé également de la stratégie des écologistes régionales. Comment vous appréciez l'alliance des écologistes avec le parti de gauche? Ça, c'est vous qui le dites, et c'est ce que vous répétez en permanence. Moi, je pense, moi, je pense qu'il y a des millions de gens dans le pays qui se disent exactement l'inverse. Et qui se disent, nous ne pouvons pas continuer comme ça, et il va falloir se rassembler. Et moi, j'ai envie d'encourager cela. Alors, ça peut continuer, tous les commentaires qui vont nous dire, vous n'y arriverez pas, ça va échouer, ça marchera jamais, la présidentielle, elle est déjà perdue, ça se jouera entre Nicolas Sarkozy et tout ça, ou qui joue le jeu de la petite musique de Hollande. Mais moi, je sais que des millions de gens pensent comme moi. Avec ça, on va dans le mur. Et donc, je pense qu'il y a plus de gens qui pensent ce que je dis que de gens qui disent ça finira comme ça. Donc, moi, j'ai confiance, parce que je fais confiance aux citoyens de notre pays, aux gens de gauche, qui vont réfléchir à ce que je dis, à ce que nous disons, et je pense qu'on va y arriver. C'est noté. Vous avez mangé du lion à la fête de l'UMA dimanche. Merci à vous, Pierre Laurent. Merci à tous. Bonsoir, à très vite.